Bienvenue à toutes et tous. Women for Cyber France est très heureuse d'avoir le privilège de lancer les universités d'automne de la DGESCO avec notre bootcamp pour les formateurs. Pourquoi la diversité et l'inclusion aident à répondre aux crises cyber, une approche soutenue par les neurosciences. C'est un bootcamp qui a été créé dans le cadre du consortium TALCIB, financé par France 2030 et rendu possible par la DGESCO. Merci à vous tous, participants, pour votre intérêt et votre temps. Je suis Anne-Laure de la Rivière, trésorière de l'association Women for Cyber France, et je suis par ailleurs directrice de la communication et des affaires publiques d'une société française dans la cybersécurité qui s'appelle Gatewatcher, qui fait de la détection des cyberattaques. Nous sommes particulièrement heureuses d'intervenir auprès de vous cet après-midi. Alors, avant d'entamer ce webinaire, j'aimerais vous présenter l'association Women for Cyber France en quelques mots. Women for Cyber France, c'est une association créée en 2021 qui se fixe pour objectif de promouvoir auprès des femmes les métiers de la cybersécurité. Nous sommes le chapitre national français issu de la Fondation européenne Women for Cyber, qui a été créée par la commissaire européenne Maria Gabriel. Voilà, et donc nous souhaitons apporter notre part à l'effort collectif en menant des actions de sensibilisation et de communication sur les métiers de la cyber. Alors, nous avons constaté en Europe une pénurie de compétences et de talents dans la cybersécurité. En effet, les organisations peinent à recruter les talents d'aujourd'hui et de demain. On constate que les écoles peinent à intéresser les jeunes à la cybersécurité, et en particulier les jeunes femmes, alors que la cybersécurité, c'est pourtant une filière d'excellence et d'avenir. On compte 17% de femmes dans la cybersécurité en France. Ce chiffre est en progression, hein. Nous étions à 11% en 2020 selon le CLUSIF. Donc j'ai donc envie d'y voir une évolution positive, même si encore très lente. Chez Women for Cyber, nous avons beaucoup d'espoir, hein, que ce chiffre augmente et revienne à l'engagement initial des femmes dans la tech. Il faut savoir que les femmes ont été pionnières, hein, dans la tech. En 1843, on a Ada Lovelace qui a créé le premier programme informatique de l'histoire. Et en 1953, Grace Hopper est une femme qui a créé le premier modèle d'ordinateur. Donc on était vraiment très bien représentés au démarrage de cette filière. Et puis au fur et à mesure, il y a eu des stéréotypes qui sont venus genrer la tech et qui sont venus éloigner progressivement les femmes de ce secteur. Le premier stéréotype, c'est vraiment des actions marketing qui ont été mises en place dans les années 80, visant à introduire un biais de genre. On a vu des initiatives comme la Game Boy, par exemple, hein, pourquoi pas la Game Girl, avec ce stéréotype du geek, un jeune homme avec un sweat à capuche, seul dans sa cave, qui jouait à des jeux vidéo. Voilà, mais ça a contribué à faire s'éloigner les femmes de ce secteur, de cette filière. Un deuxième stéréotype qui est assez fort, c'est l'attractivité de la représentation des métiers de la cyber. On a un rapport, hein, qui est le rapport de l'ANSSI, qui date de 2023, qui indique que 66% des personnes qui font une formation hors cybersécurité considèrent que les gens, que c'est un métier solitaire, que la cybersécurité est un métier solitaire, alors que 33% des professionnels du secteur le pensent. Donc on voit vraiment que finalement c'est juste une méconnaissance de ces métiers qui font que voilà, on croit que c'est un métier où on va être seul, et les femmes ont relativement peu envie de travailler seules devant un ordinateur. Un troisième stéréotype qui contribue à éloigner les jeunes femmes de la cybersécurité, c'est le mot cybersécurité, qui implique un rapport de force, hein. Le mot sécurité, ça fait peur, c'est plutôt hostile. Alors que voilà, il faut faire comprendre que c'est un secteur, au contraire, qui permet de protéger. Ça permet de protéger son économie, de protéger ses infrastructures critiques. Travailler dans la cybersécurité, c'est faire un métier du care finalement. C'est prendre soin de son économie, prendre soin des organisations de son pays, prendre soin des individus. Et donc, on arrivera à attirer les femmes en mettant davantage en avant l'aspect collaboratif et la dimension protectrice de ce secteur. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de solutions et d'outils à mettre en place encore.
ce qui nous permet d'espérer une augmentation de ces 17% de femmes dans la cyber en France ces prochaines années. Donc la présentation d'aujourd'hui, elle a pour but de vous exposer les biais de genre dont pâtissent, la filière, dont pâtit la filière cybersécurité et de vous présenter la diversité, le potentiel, des métiers de ce secteur et donc l'impact que les femmes peuvent avoir dans ces métiers. Et vous, enseignantes, et enseignants, vous avez un rôle essentiel à jouer. Vous êtes ceux qui marquent nos parcours pour la vie. Vous avez un grand rôle dans notre développement et dans nos choix de parcours. On a tous eu à un moment donné un professeur ou un référent qui a eu un impact dans notre vie, qui a changé notre perception de certaines matières, qui nous a permis de nous orienter différemment. Et donc, vous avez cette responsabilité, cet impact. Et nous vous demandons aujourd'hui d'encourager vos élèves filles à rejoindre les filières techniques. Alors, permettez-moi de laisser maintenant la parole à Christiane Schreiweiss, qui est neurobiologiste, cofondatrice de Gender Equity Movement, qui est un mouvement sur l'équité de genre. Il s'agit d'un groupe de neuroscientifiques qui veulent comprendre les biais de genre afin de les combattre avec des outils qui marchent. À toi la parole, Christiane. Merci beaucoup Anne-Laure pour l'introduction. Je vais directement commencer avec la question: pourquoi sommes-nous tous ici aujourd'hui? C'est peut-être parce que nous avons le sentiment, ou nous savons qu'il y a un manque important de femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, en abrégé STEM, et en particulier dans le domaine tel que la cyber, un domaine qui est fortement dominé par des hommes. Soyons honnêtes, et je suis très provocateur pour de bonnes raisons que vous comprendrez à la fin de ce webinaire. Nous pourrions également être ici parce que nous pensons qu'il est injuste qu'il n'y a pas la parité entre femmes et hommes travaillant dans ce domaine important et en pleine croissance. Mais nous pensons en fait, au plus profondément de nous-mêmes, qu'il pourrait y avoir une bonne raison pour cela, et nous adoptons une attitude politiquement correcte plutôt d'être intimement convaincus de l'importance d'augmenter la part des femmes dans le secteur cyber. Je suis provocateur. Ce sentiment est profondément ancré en nous pour des raisons culturelles et pour des raisons liées au fonctionnement de notre cerveau. Donc, ce n'est pas la faute entre nous, et nous l'avons tous. Nous appelons cette supposition erronée qui semble correspondre à ce que nous voyons dans notre environnement du biais implicite. Mais permettez-moi de commencer par lever ces doutes importants pour des raisons pour lesquelles l'augmentation de la part des femmes dans le cyber ne peut être que bénéfique pour nous tous. Non seulement pour les filles, qu'on espère que vous pouvez motiver pour tels choix professionnels, mais aussi pour la sécurité et le bien-être du secteur cyber lui-même et la société dans son ensemble. Permettez-moi de vous présenter quelques ensembles de données issus de nombreuses études menées dans de diverses disciplines sur la question de savoir si les équipes mixtes sont plus performantes que les équipes composées en fait d'une manière assez homogène, c'est-à-dire des équipes qui sont presque composées que des hommes ou que des femmes. Du coup, ici, donc, un premier ensemble de données qui vient de l'économie. Dans le cadre d'une tâche commerciale, Hugendorn et ses collègues ont comparé les performances d'équipes plus ou moins mixtes en termes de genre. Ils ont évalué les ventes, les bénéfices et d'autres paramètres dont vous trouvez ici illustrés deux dans ces graphiques. Sur l'axe X, vous trouvez le pourcentage de femmes dans ces équipes qui ont réalisé la tâche. Sur l'ordonnée, donc l'axe Y, vous avez donc les résultats en termes de ventes et en profit par membre participant. Et je suppose, comme vous avez l'habitude de voir ce genre de graphes, il est assez facile de constater que les équipes mixtes, donc ceux qui se trouvent à peu près au milieu de l'axe X, obtiennent des résultats plus élevés en termes de ventes et aussi en termes de profit. Donc, il semble avoir tout à fait un bénéfice d'avoir des équipes mixtes. Mais ce n'est pas que dans le contexte de l'économie. Voici dans le domaine de recherche que moi, personnellement, je connais mieux, étant neuroscientifique. Et aussi ici, il y a nombreuses études qui ont montré que des équipes mixtes, ils sont plus performantes et plus innovantes. Ici, donc, les paramètres qui sont dans l'unité de mérite scientifique, c'est donc les nouveautés des idées générées et l'impact de l'article scientifique publié.
Ces deux paramètres ont été évalués par Yang et ses collègues dans une étude publiée dans le PNS en 2022. Ils ont donc montré que l'équipe mixte, ici représentée dans les courbes orange, sont plus performantes que les équipes de même sexe, donc que hommes ou que femmes. Et enfin, indépendant de la domaine, la performance générale des groupes sur une variété de tâches aussi a été montrée de dépendre d'une façon cruciale de la composition de groupe en fonction du sexe. Anita Woolley et ses collègues, dans une étude publiée dans la revue Science, ont montré que les groupes comportant un pourcentage plus élevé de femmes faisaient preuve d'une plus grande intelligence collective. Cela signifie que les groupes ayant un pourcentage plus élevé de femmes ont obtenu de meilleurs résultats dans n'importe quel type de tâches que les groupes ils ont été présentés. L'intelligence collective ici n'était pas corrélée avec l'intelligence moyenne des groupes, ni corrélée avec l'intelligence maximale entre ses membres. Il est donc important de noter que cette intelligence collective aussi n'était pas corrélée avec des dynamiques des groupes comme la cohésion, la motivation ou la satisfaction. Elle était directement corrélée avec les propriétés qui correspondent à davantage ou comportements stéréotypes des femmes. Donc une sensibilité sociale assez réceptive. Deuxièmement, à la répartition d'égal de tours de parole. Et donc, dans les groupes où les paroles étaient dominées que par certains membres, justement, l'intelligence collective n'était pas la plus élevée. Et troisièmement, ce qui est très important ici, cet résultat est corrélé à la proportion des femmes dans les groupes. Et du coup, ça explique aussi une corrélation avec plutôt des propriétés qui sont associées à un stéréotype féminin. Donc, pour conclure cette toute petite intro de ma part, ce n'est pas une simple attitude politique qui devrait faire que nous nous engageons pour une augmentation du nombre de femmes dans le STEM ou dans le cyber en particulier, mais parce que les équipes mixtes ont été montrées dans plein de différents domaines, avec plein de différentes études, étant plus performantes que des groupes plus homogènes. Voilà, ça sera une petite intro de ma part. Merci beaucoup, Christiane. Je vous propose qu'on passe à la diffusion d'un film que nous avons réalisé chez Women for Cyber, un petit court-métrage immersif d'une cellule de crise en cybersécurité. C'est l'histoire d'un laboratoire pharmaceutique qui est cyberattaqué. Donc, vous allez pouvoir voir comment ça se passe de l'intérieur, voir comment les différents métiers collaborent entre eux. Et puis après, on vous les expliquera avec Anne, qui est membre de l'association Women for Cyber, Anne Perrin. Stéphane, est-ce que je peux te laisser lancer la diffusion du film, s'il te plaît? Merci beaucoup. C'était une matinée paisible au laboratoire Medic4, spécialisé dans la fabrication de médicaments pour lutter contre le diabète. 8h13. Isabelle, la RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, reçoit la première alerte. Le tableau de bord de sécurité affiche des anomalies sur le réseau interne. Un pic d'activité sur les serveurs dédiés aux processus médicaux déclenche une série d'alertes. Ce n'est pas normal. Après avoir averti Alix, la DSI, directrice des systèmes d'information, Isabelle appelle Mathilde, la directrice générale du laboratoire. Mathilde, c'est Isabelle, on a un problème. Non, c'est pas un exercice. Non, on a un vrai problème. Une demi-heure plus tard, la cellule de crise est réunie. Alix prend la tête de la réunion, l'air déterminé, malgré l'inquiétude qui monte. Faisons face à une attaque cyber. Nous avons vu dans les exercices de crise la complexité de ces situations. Je vous demande de garder votre calme, de vous mettre sous la direction d'Isabelle et d'Eliès et de vous souvenir de ce que nous avons vu pendant les simulations. L'alerte est d'abord venue des sondes réseau qui ont détecté un trafic anormal. Le système informatique semble subir une intrusion. Les serveurs de données des patients et ceux de nos équipements médicaux sont tous compromis. Nous ne connaissons pas encore l'ampleur exacte de l'attaque. Oui, la première étape va être d'isoler les réseaux afin d'éviter la propagation.
L'équipe d'administrateurs réseau et système, menée par Olivier, déploie le plan prévu, isole les serveurs affectés du reste du réseau et isole le laboratoire d'Internet, le temps d'obtenir plus d'informations sur la localisation de la compromission. Ils informent l'opérateur télécom et le fournisseur cloud. Un malware s'est introduit via un employé d'un de nos sous-traitants qui a ouvert un lien frauduleux reçu par email. Il se répand maintenant dans tout notre réseau. Prévenez surtout toutes les équipes concernées. J'ai besoin de savoir d'ici demain matin si des données personnelles ont été compromises afin d'informer les autorités. Quel est le niveau de propagation? Est-ce que nous avons perdu des données critiques pour le laboratoire? Pour l'instant, nous avons réussi à isoler certains systèmes. Les listings des commandes des médicaments sont intacts, mais les machines de fabrication des médicaments sont à l'arrêt. Et nous n'avons plus accès à notre réseau de distributeurs. Si nous ne bloquons pas la progression du virus informatique, tout le réseau sera corrompu en quelques heures. Il y a donc un risque fort de pénurie de médicaments si nous ne trouvons pas une solution rapidement. Nous mobilisons le Centre de réponse à incidents d'urgence, CERT Santé, et l'ANSSI, qui vont nous aider à finaliser l'analyse. J'aurai besoin des indicateurs de compromission IOC pour les alimenter. Si nous ne réagissons pas rapidement, l'accès sera complètement bloqué et cela risque de mettre des vies en danger. Dans le cas où des données auraient été divulguées, je devrais faire la déclaration à la CNIL sous 48 heures. Appelez également notre avocat afin qu'il soit disponible tout l'après-midi. Il faut aussi appeler l'assureur. Il nous reste 72 heures après la découverte de l'attaque pour les appeler. Sinon, on va perdre tout le bénéfice de la couverture d'assurance. Quelqu'un peut-il aussi appeler le ComCyberAmi, la section de la gendarmerie qui lutte contre la cybercriminalité? Parce que dans le cas où on aurait une demande de rançon dans les prochaines heures, il pourrait nous être utile. Nous ferons le lien, si besoin, avec la section J3 du tribunal judiciaire de Paris. Je valide l'activation du plan de secours. On met en mode dégradé les applications non critiques et on suspend la production des médicaments à fort stock. Si nous ne parvenons pas à stopper la propagation du virus informatique, nous serons contraints de stopper notre usine du sud de la France. La tension monte rapidement dans la salle. Mais Mathilde ne montre aucun signe de panique. Elle connaît ses responsabilités et chacune des personnes présentes connaît son rôle à jouer. Hakim, responsable de communication de crise, intervient à son tour. Nous devons préparer une communication interne et externe rapidement. Les distributeurs et clients, pharmacies, hôpitaux doivent être informés de manière transparente, sans pour autant créer une panique générale. Et surtout, les médias devront savoir que nous gardons contrôle. Mathilde hocha la tête. Agis vite, Hakim. Il faut être les premiers à communiquer, avoir la main pour maîtriser le discours. Et pour ça, il faut être clair et transparent. On ne peut pas se permettre une fuite d'informations. Si cela arrive, on va perdre toute crédibilité. Chaque membre de l'équipe se met à son poste pour exécuter sa part du plan dans la gestion de la crise et mettre en œuvre le plan de continuité d'activité. Sarah coordonne la réponse technique avec les équipes de sécurité. Ils travaillent sans relâche pour identifier le virus. Clara et ton équipe, faites une extraction du SIEM, rassemblez les logs et les traces de compromission afin de corréler toutes les traces numériques laissées par les hackers. Nous devons être en capacité de les fournir au ComCyberMi et le cas échéant à la justice. De son côté, Hakim met en place un dispositif de communication d'urgence. Il coordonne les messages à transmettre à la presse et aux usagers. Les réseaux sociaux sont particulièrement surveillés pour éviter la propagation de fausses rumeurs. Chacun d'entre eux sait que le temps est un ennemi tout aussi redoutable que les hackers eux-mêmes. Après plusieurs heures de combat acharné contre l'attaque, Elias se lève pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons réussi à stopper la propagation du virus.
Le réseau principal est sécurisé et nous avons commencé le processus de restauration des données. C'est un soulagement. Mais il est vraiment crucial que nous tirions les leçons de cette attaque. Nous devrons améliorer nos défenses et sensibiliser davantage tout le personnel à la cybersécurité. Il faut que nous mettions en place une formation cyber pour chaque nouveau salarié de nos chaînes d'approvisionnement et de distribution. Même si nous sommes à la pointe de la protection cyber dans notre laboratoire, la faille peut venir des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Il faut garder en tête que dans ce monde, être préparé est la meilleure arme. Je te laisse la parole, Anne, pour expliquer cette vidéo et les différents métiers qui ont été cités. Oui, alors ce qu'on a voulu faire dans cette vidéo, alors bien sûr, on a pris une situation très imagée et un peu voilà, vivante et visible. En l'occurrence, la crise, c'est pas la tout le monde ne travaille pas sur une crise tous les jours. Hein. Il y a beaucoup plus d'actions, évidemment, de prévention que de remédiation, et heureusement. Et ce qu'on voulait faire apparaître là, c'est rebondir sur le point qu'Anne-Laure soulevait tout à l'heure, qui était que les étudiants pensent souvent que la cybersécurité est un métier solitaire. Et ce qu'on a voulu faire apparaître là, c'est que c'est un travail d'équipe et qu'en aucune manière, ça n'est solitaire. Et même au niveau du secteur, moi j'aime bien aussi faire apparaître que ça, c'est un des seuls secteurs, j'en ai pas d'autres en tête, dans lequel l'écosystème travaille autant ensemble. L'écosystème étant le public, les DSI et les fournisseurs. Et là, on voit apparaître dans la vidéo le rôle de l'ANSSI, le rôle de la gendarmerie et des pouvoirs publics avec lesquels on a une forme de partenariat différemment d'autres secteurs. Et pourquoi? Parce qu'on a un ennemi commun qui est le cybercrime et qui est qu'on est tous là pour protéger l'intérêt général et vraiment pour protéger le patrimoine de la société. Je ne veux pas insister sur les chiffres du cybercrime, mais ayez-le tous en tête pour le donner à vos élèves parce que c'est extraordinaire. Alors, les équipes qui apparaissent là, moi j'étais récemment chez IBM en charge des équipes cyber et j'avais notamment la responsabilité d'un SOC, Security Operations Center, dans lequel on trouvait ce type de fonctions qui apparaissent dans la vidéo. Donc, voilà, je suis là pour vous donner un petit peu la lecture terrain de cette situation-là et des différents métiers pour que, auprès de vos élèves, vous puissiez partager cette idée-là. Évidemment, dans la vie réelle, les équipes sont moins féminines que dans notre vidéo. Ça ne vous aura pas échappé que, bien sûr, on a voulu montrer le rôle que peuvent tenir les femmes tout autant que les hommes dans ces moments de crise. Alors, les différents rôles qu'on veut faire apparaître, déjà, c'est toute une organisation qui travaille sous forme organisée avec, par exemple, des astreintes. Moi, dans mon SOC, quand j'avais organisé les astreintes, j'avais 5 fonctions qui étaient en astreinte. C'est-à-dire que s'il y avait une crise, et même si cette crise était la nuit, c'est du 24/7, il faut pouvoir mobiliser 5 personnes. Et ça, c'est à tout moment parce que personne seul ne gère un incident. Il faut la mobilisation de ces 5 personnes chez moi, qui suis un prestataire dans l'histoire, en plus de ceux du client, pour répondre à l'ensemble de l'incident. Et puis, il y a dans la cybersécurité, vraiment, plus les modèles sont modernes en cybersécurité, plus ils sont intégrés dans les autres équipes IT. Pour ceux qui connaissent le modèle du DevSecOps, ça veut dire qu'il n'y a pas une organisation développement, une organisation sécurité, une organisation opération, mais les trois ensemble. Donc, tout ça pour bien mettre en exergue l'importance du travail d'équipe dans la cyber. Le chef dans ces moments de crise, celui qui prend le lead, donc c'est Isabelle ici, qui est la RSSI. Le métier de RSSI, donc responsable de sécurité des systèmes d'information, c'est celui qui a la vision d'ensemble et qui est chargé de la gouvernance, au sens faire prendre à l'organisation les décisions pour assurer la sécurité de l'entreprise, en préventif tout autant qu'en réactif, et il y a des aspects financiers, juridiques, etc. Ce n'est pas seulement un rôle technique, c'est quelqu'un qui doit mobiliser l'ensemble de l'entreprise, en particulier la DG, savoir parler à la DG. Et c'est pour ça que le parcours de cette personne n'est pas seulement technique. Il est autour de la gestion des risques. Il y a un gros rôle de management, puisqu'il y a des équipes, il y a des aspects financiers,
La cyber, c'est 10% des budgets informatiques en moyenne. Donc, c'est un rôle vraiment relativement large et les profils qui accèdent à ce rôle soit peuvent venir de la direction informatique, mais peuvent aussi venir de la gestion des risques, peuvent venir d'une fonction gestion de projet. Et donc, aussi, parce que vous allez certainement penser en termes de formation pour vos élèves et d'école ou de formation supérieure, toutes les formations correspondantes. Ce n'est pas nécessairement une école d'informatique. Mais la gestion de projet, par exemple, est une très bonne filière pour devenir RSSI. Si on passe au métier suivant, Léna, la directrice informatique Alix, encore plus large. Alors, comme là, il y a moins la notion de risque, il y a plus quand même, en général, c'est quelqu'un qui vient des équipes informatiques, qui était déjà manager et qui est ingénieur. Alors moi, quand je dis ingénieur, je ne pense pas seulement à la formation au diplôme, je pense au métier d'ingénieur. Parce que cette personne a en général 40 ans, elle a fait plein de choses depuis ses études, et donc elle a fait un métier d'ingénieur, et on peut très bien ne pas avoir un diplôme d'ingénieur et exercer dans une filière informatique comme les ingénieurs de diplôme. Les deux, je parle plus des parcours. Le rôle de la direction informatique, ça se découpe une direction informatique en plusieurs grands métiers. Les infrastructures, les réseaux, les data centers, donc ça c'est les couches basses du système d'information. La partie applicative, les logiciels, le développement, le code, et la partie production, parce qu'on oppose le build, c'est-à-dire concevoir, et le run, le day-to-day. Donc la DSI, c'est bien l'ensemble de ces fonctions-là au service du business de l'entreprise. Eliès, qui apparaît là en tant que coordinateur, c'est un rôle ponctuel. On n'est pas coordinateur de crise tous les jours. Donc, il s'agit de même que vous avez des secouristes, de pré-identifier une personne. Le plus important, c'est pas son diplôme, c'est le savoir-être qui puisse être écouté des équipes et de la DG. Donc lui, c'est surtout quelqu'un qui va avoir des habitudes de gestion de projet, qui connaît les plans de secours, qui a fait les simulations et qui est très écouté de tous et qui a une vision d'ensemble. Suivant, Olivier, responsable des administrateurs réseau et systèmes, sont ceux qui pilotent les data centers, les réseaux, les postes de travail, qui font les patchs, qui font les mises à jour, qui surveillent les firewalls, qui font les configurations, et qui là, par exemple, vont se charger d'isoler le système dans l'immédiat. Ce parcours-là, il est quand même très technique. C'est typiquement un parcours ingénieur réseau et système. C'est aussi quelqu'un qui doit avoir les pratiques, parce que c'est une production, l'informatique à l'admin réseau système. C'est une activité de production, donc c'est une activité industrielle où on a des milliers de tickets, des activités tous les jours et une organisation qui doit être productive et efficiente. Il y a un grand rôle d'organisation dans ce métier-là, qui est vraiment très important. Ce que je voudrais pointer sur, attends une seconde, ce que je voulais pointer sur le métier d'Olivier, c'est que comme c'est de la production, il y a plusieurs niveaux. C'est pas nécessairement des bac plus 5 qui vont faire de la conception, qui vont faire de l'architecture et qui vont avoir une vision d'ensemble, porter des projets, porter des responsabilités. Il y a des métiers de technicien, par exemple celui qui aide, qui apporte du support technique aux utilisateurs, ne nécessite pas d'avoir une formation bac plus 5. Il y a tous les métiers dans la cybersécurité, pas seulement des métiers de conception. Sarah, responsable de la protection des données, donc c'est un rôle qui est récent, qui est lié à la ORGPD, à l'arrivée au rôle renforcé de la CNIL et à toutes les déclarations qu'on doit faire pour protéger les données privées. Le DPO n'est pas une fonction technique. Le DPO est une fonction très transverse, très proche de la DG, et qui peut être issu de parcours variés. Je donne deux exemples, il pourrait y en avoir d'autres. Un parcours issu des connaissances des données, donc la data science par exemple, des statistiques, ça peut être un parcours. Un autre parcours qui n'a rien à voir mais qui se retrouve dans la fonction de DPO, c'est la partie juridique. La partie juridique et réglementaire est essentielle dans cette fonction. Donc, et c'est un rôle vraiment de gouvernance et c'est un rôle officiel qui porte des responsabilités, plusieurs règlements,
impose la présence et l'existence d'un DPO identifié dans une entreprise. Ça fait partie des règlements. C'est un rôle vraiment très important et qui est partiellement technique et souvent scientifique, mais très juridique aussi, pas du tout seulement technique au sens cyber. Ensuite, nous avons Clara. Alors Clara est une opérationnelle, hein, vraiment qui elle est dans les détails, elle est les mains dans le système d'information, dans la console. C'est elle qui analyse les indicateurs qui remontent du système pour les alertes. Ça, c'est un rôle vraiment très technique. Là, c'est une personne qui est pointue techniquement, qui a fait une formation précise en analyse de la menace, threat management ou en hacking éthique, donc des fonctions vraiment pures cyber, très pointues. Elle va utiliser des tas de logiciels qui consolident des informations qui arrivent du système d'information et elle est chargée de fournir les analyses et de mobiliser les équipes d'urgence et de faire le tri entre les alertes critiques et les alertes non critiques. Suivant, je vais aller plus vite. Hakim, donc communication, vous voyez qu'il a un rôle interne et externe et lui, il a un parcours communication. Et c'est le dernier. Alors, on a vraiment mis ça en avant pour vous montrer la diversité des métiers. Et moi, je voulais montrer aussi la diversité des rôles. Il y a des gens qui sont en conception, qui vont inventer le système d'information. Il y a des gens qui l'opèrent au quotidien. Ils n'ont pas les mêmes niveaux de diplôme. Il y a de la place pour tous les types de diplômes. Je reprends directement. Donc, comme vous avez vu dans cette vidéo, vous êtes immergé dans une journée de crise cyber et dans la gestion de sa résolution. Et vous avez vu que chaque personnage était à l'aise dans son rôle. Et comme nous l'avons évoqué dans l'introduction, dans le monde réel aujourd'hui, vous ne verrez pas une équipe aussi féminisée que ça dans la cyber. Quand elles sont déjà assez rares dans le système, les femmes sont presque totalement absentes, malheureusement, dans un grand nombre d'équipes cyber. Et on se demande pourquoi c'est comme ça. Surtout parce que il n'y a que des énormes avantages à des équipes mixtes qu'on avait entendu déjà un peu avant. Et c'est par conséquent que nous voulons améliorer la cyber. Si on veut améliorer la cyber, nous avons besoin de renforcer par justement plus des filles ou des femmes dans ce métier important, qui est en pleine croissance et qui offre une bonne sécurité d'emploi aussi, des possibilités de croissance et une chance de faire une réelle différence. Donc dans les care, comme ça a été mentionné, c'est quelque chose qui parle surtout aussi aux filles et aux femmes. Du coup, c'est la question qu'on se pose dans ce mouvement neuroscientifique que mes collègues et moi ont fondé à l'Institut du cerveau à Paris. Justement, on a développé une roadmap pour lutter contre une inéquité des genres à travers des différentes actions dans des différents métiers. On sensibilise surtout pour la thématique du biais des genres et des stéréotypes. On essaie de comprendre ces bases psychologiques et avec l'aide de nos experts, on recommande des outils pour lutter contre ces inéquités. Une de nos actions pour lesquelles je vais vous aussi inviter, parce que c'est ouvert et gratuit pour tout le monde, c'est en anglais et en français. C'est une conférence qui a lieu tous les 2 ans sur lesquelles je me base ici dans les prochaines diapos dans cette webinaire. Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de vous noter cette petite adresse email. Je vous invite, on sera ravis de vous accueillir. Donc, dans ce genre de conférences, on analyse donc les facteurs qui ont été identifiés, qui retiennent malheureusement les filles et les femmes dans beaucoup de métiers STEM, dont la cyber, qui sont donc des milieux extrêmement masculins. Et ces facteurs sont liés en général à une culture dont on appartient tous et une société basée sur et perpétuant les stéréotypes. Et cela est lié au fonctionnement de notre cerveau humain, qui est optimisé, mais pas pour analyser des situations en toutes ces complexités, mais pour extraire le strict minimum nécessaire pour prendre des décisions efficaces. Du coup, nos perceptions, ils sont vraiment loin d'être complètes et nos jugements souvent sont naturellement basés sur des impressions rapides et un renforcement des stéréotypes. Du coup, laissez-moi présenter les facteurs les plus importants dans les prochaines minutes. Donc, voici le point que les stéréotypes se développent extrêmement tôt.
Ça, c'est une graphe qui vient d'une étude d'André Simpian, professeur à l'Université de New York, un des experts qui a donc participé à notre conférence de 2024. Et il s'est penché sur l'apparition de stéréotypes de genre chez des toutes jeunes enfants. Avec ses collègues, il a demandé des filles et des garçons d'évaluer un dessin qui montrait ou une figure féminine ou une figure masculine. Et les filles et les garçons étaient demandés de noter leur gentillesse et leur excellence. Et du coup, les résultats, ils étaient assez dévastateurs. Ils ont donc révélé une existence de profonds stéréotypes déjà à partir de l'âge de 6 ans. Donc, c'est les graphes que vous voyez ici. Donc, les filles, ici en rouge, ils ont jugé les femmes montrées en dessin plus gentilles, mais moins excellentes que les garçons ont jugé les dessins garçons ou hommes. Autrement dit, déjà à partir de l'âge de 6 ans, les filles pensent que les représentantes de leur propre sexe sont moins excellentes, ce qui est un facteur extrêmement freinant sur des métiers STEM, en particulier la cyber, qui est, comme vous avez entendu avant, très associé à des gestes techniques. Voilà. Et du coup, si on développe plus cette trame des stéréotypes qui se développe tôt, pourquoi c'est tellement important d'intervenir? Parce que si on passe au prochain set de données, donc les stéréotypes, ils sont directement en fait associés à notre performance. Et on appelle ça le menace des stéréotypes. Laissez-moi donner un exemple d'une étude de Pascal Huguet et ses collègues qui a été entre-temps répliquée 3 fois, donc ces données hyper fortes, qui ont montré toujours ces mêmes résultats. Donc l'exercice était très facile. Vous voyez ici une figure géométrique assez complexe et des filles et des garçons dans des classes. Et c'était en fait un exercice de mémoire. Ils étaient demandés de regarder cette figure géométrique assez complexe et après de leur mémoire. Du coup, très importante, les classes avec les filles et garçons étaient donc réparties dans deux groupes. Une groupe a reçu l'instruction qu'il s'agit d'un examen géométrique, donc la mathématique. Et dans le deuxième groupe, avec exactement la même tâche, l'instruction, c'était qu'il s'agit d'un examen de l'art visuel. Du coup, encore une fois, l'exercice était exactement le même dans le groupe. Et c'était juste l'instruction qui différenciait plutôt mathématique versus art visuel. Et comme vous pouvez apprécier donc, dans ces résultats, dans le graphe ici, les garçons en barre blanc et les filles en gris, qu'il s'agissait de quelque chose avec l'instruction mathématique. La performance des filles était moins, contrairement, encore une fois, avec exactement le même exercice, quand l'instruction était l'art visuel, les filles performaient beaucoup mieux que les garçons. Et c'est ça qu'on appelle le menace des stéréotypes. C'est que quelque chose qu'on a donc adopté au fil de notre développement, de notre environnement, de notre culture, qui est un stéréotype qui appartient à nous. Et nous, on fait tout en fait pour être aligné au stéréotype. Et jusqu'au point qu'une façon implicite, on va agir en performance qui n'est pas notre avantage. Voilà. Donc ça, c'est le menace, un facteur extrêmement important. Et ensemble, on réplique ce genre de patterns d'une façon inconsciente. Donc, c'est dangereux parce qu'on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. On dit que c'est un peu un danger ou des... Vous voulez ça, Ça coupe un peu. Je pense qu'il y a un petit problème de connexion pour Christiane, non? Peut-être couper la vidéo côté Christiane pour que ça passe mieux. Voilà. Du coup, j'étais en train d'expliquer que c'est donc juste une facette qui joue un rôle de biais implicites qui sont donc des
patterns de comportement qui sont inconscientes. On appelle aussi que les biais implicites, c'est une sorte de discrimination en underground, dangereux parce qu'on n'est même pas consciente de ce qui se passe. Du coup, dans cette partie inconsciente, carrément, on oublie les filles, les femmes. On ne pense même pas d'eux quand il s'agit d'un métier auquel on associe surtout des hommes ou des aspects techniques. On exclut les filles et les femmes de certains contextes, de certains milieux. On leur parle pas des opportunités professionnelles qui existent. Et on traite aussi d'une façon différente les filles et les garçons dans la même situation. Et les biais implicites qui sont des textes. Christiane, on t'entend vraiment mal. Il y a un petit souci de connexion là, je pense. Ouais, on t'entend pas. Alors, juste très brièvement, parce que les mots-clés sont là. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il ne peut pas avoir de doute que les équipes mixtes performent mieux que les équipes comme les hommes ou les femmes. Du coup, il faut cyber s'explique surtout par ces... Peut-être se reconnecter côté Christiane. Oui, parce qu'on t'entend pas là, Christiane. Attendez, hop. Ou peut-être que je peux peut-être terminer cette présentation si Christiane n'arrive pas à se reconnecter. Ouais, vas-y, Anne-Laure. Ouais, donc voilà, l'idée c'était donc, je pense que vous avez compris l'idée générale, c'est que effectivement, en fait, ce sont tous ces stéréotypes dont je parlais en introduction et que Christiane a expliqué qui font que voilà, les jeunes femmes aujourd'hui s'éloignent, ne sont pas attirées par les métiers de la cybersécurité. Et nous, chez Women for Cyber, on voit en vous, les enseignants, un véritable phare, un phare pour vos élèves et un phare aussi pour vos pairs, pour pouvoir expliquer l'intérêt de ces métiers, la diversité de ces métiers, la richesse de ces métiers. Donc, vous l'avez compris, hein, attirer les talents féminins dans la tech, ça permet de répondre à plusieurs besoins. Le premier, c'est à notre besoin de compétences. Les entreprises, je vous l'ai dit, peinent à recruter les talents nécessaires au développement de leurs produits. Donc, ça freine forcément le développement de la filière et plus largement, ça freine le déploiement économique de la France. Faire venir les femmes dans le secteur permet également de répondre à notre besoin de pluralité de points de vue. Je vous apprends rien, hein, les femmes et les hommes ont des approches différentes et complémentaires. J'interrogeais le RSSI d'un grand laboratoire pharmaceutique l'autre jour qui me disait, mais avoir des femmes dans l'équipe permet d'avoir une autre perception des attaques, une autre manière de répondre. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la diversité de profils. Si une équipe est homogène, on n'a pas cette diversité d'imagination qui permet de mieux appréhender le problème et d'avoir une réponse plus performante. Et enfin, un troisième besoin, c'est faire venir les femmes dans le secteur permet de répondre à notre besoin de souveraineté. Sans talent français, les entreprises vont aller chercher des talents étrangers, ce qui va fragiliser notre écosystème. Et donc, comme le disait Christiane, les entreprises qui font la part belle à la diversité sont plus compétitives. Donc, je citerai également l'enquête Women Matters de 2017, donc, qui a été réalisée par le cabinet McKinsey, qui dit que les entreprises qui ont une diversité dans leur top management, une diversité de genre, une diversité de compétences, une diversité d'expérience, sont jusqu'à 46% plus performantes que les autres. Donc, accueillir les femmes à compétences égales, bien sûr, contribue au moteur économique.
Donc, nous nous engageons à vos côtés en vous proposant des outils afin d'inspirer les élèves, afin de leur donner confiance en elles et afin de voir toutes les perspectives d'avenir qui s'offrent à elles en choisissant une carrière dans la tech. Donc, dans les jours et les semaines à venir, nous allons déposer une bibliographie et des éléments complémentaires pour vous qui pourraient donc vous être utiles dans votre transmission auprès de ces élèves. Donc, sur l'interface de la DGESCO, ça c'est Stéphane qui en parlera mieux que moi. Et on déposera notamment cette vidéo que vous avez vue qui sera disponible, que vous pourrez également diffuser auprès de vos jeunes pour bien comprendre les métiers et les rôles de chacun. Nous proposons également un programme de mentorat pour les étudiantes, les femmes en poste, les femmes en reconversion. On propose une charte des bonnes pratiques pour le recrutement et la fidélisation des talents féminins. Et puis très bientôt, nous allons proposer un bootcamp, donc une sorte d'atelier immersif à destination des collégiennes et des lycéennes. Donc ça également, nous en parlerons directement avec Stéphane Guéraud pour pouvoir vous solliciter et travailler directement avec chacun de vos établissements. Et puis, vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre newsletter via notre site internet, donc womenforcyber.fr, et également via notre boîte mail womenforcyberfrance@gmail.com. Alors, avant de remercier tout le monde, je voulais savoir si notre invité mystère était arrivé. Léna, est-ce que tu sais si notre invité surprise est là? Cédric, es-tu avec nous? Cédric est bien là, mais j'ai le sentiment que Il n'a peut-être pas allumé son micro? il n'y a pas le son. Donc voilà, notre invité surprise qui nous fait l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui, c'est Cédric Villani, qu'on ne présente plus. Bonjour Cédric, Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? on vous entend mais on ne vous voit pas. Alors, hop. Hmm. Et maintenant? Alors on ne vous voit pas encore, on vous entend toujours mais on ne vous voit pas. Ok. Alors, attendez. Hop, je crois que maintenant, ça a l'air mieux. Voilà, Eh ben voilà. on vous voit. Ça va alors? Oui, très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à venir échanger avec nous sur ces sujets de diversité dans la tech, de biais de genre, voilà, dans la tech, l'IA, etc. Donc, on est ravis de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Super. Un sujet important, la question de la représentation féminine. Alors, on parle de diversité évidemment, mais le premier, le plus déterminant peut-être sur ces sujets, c'est la participation féminine. C'est un sujet que j'ai rencontré presque quotidiennement dans mon rôle de directeur de l'Institut Henri Poincaré pendant des années, sujet qui revenait sans arrêt dans les questions, dans les débats et les accroches médiatiques. C'est un sujet que j'ai retrouvé quand je travaillais sur la stratégie nationale en intelligence artificielle. Et c'est un sujet dans lequel j'ai été engagé auprès d'institutions, l'association systémique à une époque et maintenant la Fondation Blaise Pascal, qui ont mis ça bien en haut dans leur agenda. Encore il y a quelques jours, je donnais une conférence à l'Université du Temps Libre en Essonne sur le thème La bosse des maths existe-t-elle? Et cette question-là était bien à l'ordre du jour. Chers amis, c'est très important que vous vous engagiez là-dessus. À votre service pour aborder peut-être des échanges en questions-réponses ou pour vous en dire un peu davantage sur ce que j'ai pu voir. Alors d'abord, je dois dire sur mon expérience de... Attendez, hop, voilà. Dans mon expérience auprès des cercles de décision, c'est un sujet qui n'est pas spontanément traité. Et quand je travaillais sur la stratégie nationale d'intelligence artificielle, même si presque un chapitre entier y était consacré, ça a été un angle mort de la stratégie pendant les 5 ans qui ont suivi.
Est-ce que Stéphane, tu veux rebondir là-dessus? Alors, non, pour l'instant, je regarde aussi les questions hein, qui sont dans le chat. On n'a pas beaucoup de questions actuellement. On a surtout une question qui revient dans les mêmes idées. C'est en NSI, sur un groupe de 22 élèves, il n'y a que 2 filles. Comment motiver les filles à faire NSI? Donc NSI, hein, c'est la spécialité en première et en terminale numérique et sciences de l'informatique. Oui. Constat général numéro 1, chaque fois qu'il y a un choix à faire, ça augmente le poids des déterminismes culturels. Et l'évolution de la réforme du baccalauréat et les évolutions de ces dernières années qui tendent à donner plus de choix se sont aussi accompagnées de poids plus forts des déterminismes, hélas. Et constat numéro 2, les biais culturels qui sont à l'œuvre sont tellement puissants et servis par la révolution numérique en général, que c'est juste illusoire de vouloir les contrer dans l'abstrait, si je puis dire. Bien plus efficace, c'est le fait de les contrer par une action de terrain. De terrain, ça veut dire au plus près des personnes concernées, soit au niveau des familles, soit au niveau des enseignants, soit au niveau des conseillers d'orientation, et ainsi de suite. Les expériences les meilleures expériences à travers le monde au cours de ces dernières années étant enregistrées dans des établissements, pour des établissements d'enseignement supérieur qui ont pris le sujet décidé de prendre le sujet à bras le corps. Une autrice qui avait été très utile pendant la stratégie intelligence artificielle et qui a mené un certain nombre d'études et d'expériences là-dessus, c'est l'universitaire Isabelle Collet. Et pour répondre à votre question, il n'y a pas de stratégie globale, générale pour motiver les filles, si ce n'est d'avoir des relais de proximité, de confiance qui puissent agir en vraiment les accompagnant. De la même façon, pour l'instant, les role models, comme on dit, c'est une stratégie qui s'est avérée. Certes, c'est un aspect indispensable à suivre, mais avec un impact plutôt faible à ce jour. Merci Cédric. Effectivement, on a à nouveau des commentaires qui disent nous essayons de motiver les jeunes filles à venir, d'autant plus qu'elles sont souvent dans la tête de classe. Bien sûr, absolument, mais, très clair. Mais pour prendre l'exemple de cette année, seulement une sur les 3 niveaux de seconde à terminale ciel. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment désolant, ça fend le cœur, ce genre de choses. On a un profil, hélas, trop répandu des filles qui se censurent au moment du passage de première en terminale et qui se disent tant qu'à choisir mes 2 spécialités sur les 3, je vais laisser mathématiques ou informatique aux garçons. On a également, non moins familier, le profil se disant mathématiques et ingénierie, c'est trop compétitif pour moi, je vais aller plutôt en médecine, là où en vrai, les carrières médicales, que ce soit médicales pour les humains ou médicales pour les animaux, sont bien plus compétitives que les carrières d'ingénieurs et de mathématiques. Oui. Oui, mais donc en fait, les femmes les jeunes filles sont intéressées dès le plus jeune âge, et pourtant il y a une vraie déperdition au moment de l'orientation, quoi. C'est ça sur lequel on essaie de lutter finalement. Très, très, très clair. Et on avait compilé des statistiques à une époque pour un forum organisé par Systémique, par l'association Systémique au Palais de Tokyo l'an dernier, montrant bien combien les biais existaient et étaient présents à tous les niveaux des échelons conseillant les jeunes filles. Ce sont des biais qu'on retrouve statistiquement aussi chez les enseignants, aussi chez les conseillers d'orientation et aussi chez les parents, source considérable de biais. Alors évidemment, ils sont de façon forte dans tous les relais culturels habituels, mais c'est extrêmement difficile de faire bouger les gigantesques
machine culturelle, productrice de contenu, de divertissement, d'émissions, de télé-réalité, d'influenceurs ou tout ce que vous voulez. Et les objectifs de modification autant que possible, une grosse partie de nos efforts devrait se porter sur les messages adressés aux personnes qui sont en situation d'influer en proximité les jeunes filles. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, Cédric. Les parents sont les premiers prescripteurs, hein, de leurs enfants. Et il y avait une étude, une enquête menée en 2021 par l'école informatique Epitech et Epitech, Ipsos, qui disait que en France, seulement 33% des filles sont encouragées par leurs parents à s'orienter vers les métiers du numérique, contre 61% des garçons. c'est en gros absolument un facteur à peu près 2 qu'on retrouve un peu toujours dans ce genre de biais. Et c'est quelque chose qui touche tous les milieux, y compris des milieux intellectuellement très développés. Je l'ai vu dans mon propre entourage. Tu Ouais, ouais, seras ingénieur, mon fils, tu seras infirmière, ma fille, ou ce genre de cliché est là même chez des parents qui sont euh, instruits, entre guillemets. C'est ravageur. exactement. Peut me permettre aussi, Oui, je ne vais pas nier la complexité du phénomène qui, en effet, les stéréotypes, ça se développe extrêmement tôt dans le développement, aussi dans un contexte familial. Du coup, à la choix professionnel, à la fin de vouloir agir, c'est assez difficile, mais il y a quand même certaines choses qui marchent. Du coup, c'est de l'encouragement vraiment sans faire à des filles développer une culture d'échange dans la encourageante. Aussi, dans nos conférences scientifiques, ce qui marche toujours très bien, c'est de montrer les données, montrer les faits, que les performances sont comparables ou même mieux. Et du coup, ça ouvre les yeux, ça donne une justice, une raison d'être aussi dans ces milieux. Et du coup, de juste le fait d'éduquer et de sensibiliser à ces sujets-là en utilisant des données, ça marche. Aussi des petits gestes qui ont été montrés de marcher très bien dans des conférences prestigieuses, c'est de donner le mot, par exemple, dans une interaction, une discussion scientifique, d'abord à une fille ou quelqu'un qui ne prend pas la parole naturellement. Et ce qui va se passer, vous allez voir ça dans les classes pareil, que ça va enchaîner plus naturellement la prise et la participation des femmes. Aussi sur le sujet plutôt scientifique et technique, où normalement les filles elles ont la tendance à se taire parce que c'est attendu d'eux à cause de les attentes stéréotypées, si vous voulez. Donc ces petites choses, c'est quand même quelques outils qu'on peut amener. Mais en général, en effet, c'est un changement de culture qu'on demande à déjà un âge très tôt. Mais ça veut pas dire que vous pouvez rien faire. Donc, c'est jamais trop tard hein, pour changer. Par exemple, une étude aussi euh, de la Fondation L'Oréal UNESCO, où je participais moi-même, a été montré que juste le fait d'être exposé à une rôle modèle 1 heure dans leur vie avant le choix professionnel à une femme scientifique a quand même orienté plus de filles dans les filières scientifiques. Donc, ces genres de données, je trouve quand même encourageantes. Et c'est des petits gestes que vous pouvez effectuer, d'inviter une femme qui travaille dans ce milieu-là, par exemple. Alors, c'est important aussi de ne pas prendre des rôles modèles qui sont trop loin pour que eux, ils peuvent se projeter. Psychologiquement, ça ne marcherait pas non plus. Mais de tout à fait, quelqu'un qui est quand même assez proche dans le milieu, quelqu'un qui paraît accessible de leur point de vue, ça marcherait aussi. Donc, c'est ces petits outils que vous pouvez tout à fait utiliser et appliquer dans les classes. Complètement d'accord. Important et corroboré à la fois par des retours que j'ai pu avoir d'intervention et des études ci et là. Le bon rôle modèle, c'est pas vraiment Marie Curie, c'est plutôt la, l'ancienne élève du lycée qui a fait une belle carrière dans un rôle de cadre haut placé dans une entreprise de la tech. Mais une Marie Curie, c'est trop inaccessible. Même façon, faire intervenir des prix Nobel ou des gens comme moi, ça peut avoir d'intérêt que si c'est complété par une action de terrain, soit par la lecture d'ouvrages en classe, soit par
une action des enseignants, quelque chose comme ça. C'est pour ça, quand je fais des interventions en classe, je prends toujours un temps pour discuter avec l'équipe pédagogique en direct, pour m'assurer qu'il y aura des références, un suivi ou qui sait quoi. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez de toute façon, les enseignants et les conseillers d'orientation un rôle important à jouer dès le collège, dès le lycée, pour alerter les parents en fait sur le potentiel de ces jeunes filles, pour ouvrir l'esprit des parents qui eux-mêmes, je pense, ne se posent pas encore cette question, hein. Si vous demandez à une mère de famille si elle aimerait que sa fille devienne responsable informatique, je pense qu'elle a juste même pas pensé à ça. Donc, Pas penser. c'est à vous de leur ouvrir finalement l'esprit, les perspectives, peut-être, voilà, ça peut commencer tout simplement par ça. Et puis, alors, il y avait une question qui était intéressante. Est-ce que des interventions à des groupes uniquement féminins seraient bénéfiques? Exemple, bootcamp cyber dans les pays baltes. C'est ce qui se fait en Math Info par une association FIMAT, une équation lumineuse. Ouais, Donc, une équation lumineuse. À un moment, en tant que directeur de l'Institut Poincaré, j'hébergeais, si je puis dire. En tout cas, mon institution hébergeait ces manifestations qui étaient en partie organisées par l'association Animat. Moi, je pense que ça a sa place là-dedans. Ça m'est arrivé d'ailleurs d'être intervenant dans ce genre de colloque à Princeton, qui hébergeait chaque année des classes entièrement féminines. C'est quelque chose d'assez étonnant quand vous êtes en maths de se retrouver à parler, seul homme devant toute une assemblée de femmes. Et l'expérience montre que ça marche, je crois. En tout cas, en France, il faut le rappeler, l'événement qui a le plus contribué à faire chuter le nombre de femmes dans des carrières de mathématiciennes professionnelles, c'est la fusion des filières Ulm-et-Sèvres à Normal Sup. Auparavant, les filières protégées Sèvres formaient un flot régulier d'enseignantes-chercheuses qui tenaient tout à fait leur rang en tant qu'enseignantes-chercheuses face aux hommes. Mais du jour où la formation a été mixte, la proportion a chuté et n'a jamais remonté. Et le fait de protéger sur des événements en non-mixité, comme on dit, ben, ça fait ses preuves, me semble-t-il. Alors, vous avez peut-être filé des ouvrages, mais parmi les ouvrages que j'ai vus passer, deux que j'ai bien aimés ces dernières années sur ces questions-là, l'un c'est Intelligence artificielle pas sans zèle, et l'autre c'est La bosse des maths n'existe pas. La bosse n'existe pas, La bosse des maths n'existe pas, c'est de Clémence Perronnet. Et Intelligence artificielle pas sans elle, c'est de... Comment elle s'appelle? Tac, tac, tac. Aude Bernheim et Flora Vincent. Un ouvrage ce dernier ouvrage prend un peu le sujet de la tech et reprend mais approfondit les constats que mon équipe avait pu dresser lors du rapport intelligence artificielle. Et, et puis l'approfondit, parle des conséquences, des enjeux, des facteurs identifiés. Et l'ouvrage de Clémence Perronnet fait le point sur le débat global, mathématique en général. Quel déterminant socioculturel, qu'est-ce qui peut pousser les uns et les autres à s'en détourner, les différents effets identifiés, l'effet Matilda, comme on dit, où on se retrouve on voit les clichés s'accumuler, on ne prête qu'aux riches et on ne voit venir les carrières dans tel ou tel domaine que pour des secteurs et des catégories qui l'ont déjà représenté dans le passé, et ainsi de suite. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je ne crois pas. Je pense qu'on a fait le tour, Stéphane. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on arrive sur la fin du temps réglementaire, on va dire. Ça tombe bien. Mais on a encore une remarque. Changer la représentation que l'on a du milieu informatique passe aussi par la promotion d'un storytelling plus proche de la réalité. Il s'agit de moins mettre en avant l'image de milliardaires aux dents longues et davantage de souligner le rôle social et protecteur que nous jouons réellement. Comme vous l'avez dit, mais comment avoir accès aux médias jeunes, voilà. Et ensuite,
Voilà, donc pour l'essentiel, ce sont ces éléments-là. Avoir accès, pardon, je me permets de sauter dessus, avoir accès aux médias jeunes. On aimerait bien, j'aimerais bien, ou à travers moi la Fondation Blaise Pascal ou certaines autres de mes casquettes, mais on ne sait même pas ce que c'est, les médias jeunes. C'est Et Twitch, c'est tous ces réseaux sociaux, je pense. Twitch, tous les réseaux, on peut éventuellement faire des partenariats avec certains influenceurs, influenceuses, il y en a qui sont excellents, mais il y a toute une grande dilution et fragmentation de l'ensemble qui rend la chose extrêmement difficile. À une époque encore, on pouvait se dire, il y a quelques grandes chaînes, quelques grandes émissions prescriptrices sur lesquelles on peut jouer. La tâche aujourd'hui est bien plus compliquée, hélas. Ouais, tout à fait d'accord. Après, c'est aussi petit à petit qu'on va y arriver, en se structurant, on va arriver aussi, probablement, on l'espère, à pouvoir avoir des messages sur ces réseaux pour les jeunes, et aussi, je crois, des jeux en ligne qui sont dédiés justement à faire connaître l'univers de la cyber, des jeux interactifs. Il y a pas mal de choses qui sont créées. On vous mettra tout ça dans la bibliographie de cet atelier en ligne. Je crois que il est temps de conclure, hein, Stéphane, c'est ça? Oui, enfin, je répondais aux personnes qui indiquaient qu'ils avaient reçu un mail nous disant qu'il y avait un autre webinaire à 17h30. Donc c'est Voilà, 17h45, donc il n'y a pas de souci. d'accord. Non, mais en tout cas, je voulais vous remercier tous pour votre attention. Merci beaucoup Stéphane Guéraud et Cynthia Veil de la DGESCO de nous avoir donné l'opportunité de parler de l'importance de la diversité dans la filière cyber. Merci à Christiane Schreiweiss pour la qualité de sa présentation et l'importance de ses recherches. Merci à Anne Perrin, membre de l'association Women for Cyber, pour ses explications sur la diversité des métiers dans la cyber. Et un immense merci à Cédric Villani pour son soutien et son intervention passionnante. Merci à tous. Et puis, on espère vous retrouver nombreux sur les replays. Et puis voilà, on vous communiquera toutes nos documentations dans la bibliographie. Merci à tous. Merci Léna. Merci Léna, oui. Si, bye bye.